deux choses qui restent absolument fondamentales. La première, c'est de comprendre effectivement quelles sont les déterminations sociales qui jouent, économiques, politiques, machin, etc. Bref, les déterminations collectives qui s'imposent à nous quand on rentre en génération politique. Comment est-ce qu'on chemine de la détermination qui joue dans les sociétés où je nais, où je vis, où je me développe, vers effectivement une créativité, vers la création de mon destin, du destin des groupes sociaux auxquels je participe, etc. Cette question du cheminement de la liberté, elle est majeure. Et dire, comme le fait le camarade Laclos, je dis le camarade comme je pourrais dire le camarade Trump, hein, quand je parle de Laclos, qui est à mon sens profondément réactionnaire dans ses références, dans l'utilisation qu'il fait de ses références. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il nous dit, bon, les déterminations ne se jouent pas trop. Je suis désolé, mais on peut m'expliquer qu'aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, par exemple, le capitalisme, c'est le capitalisme de la connaissance, de je ne sais quoi d'autre. Nous vivons toujours dans des sociétés très matérielles au niveau quotidien du terme. Le capitalisme continue à faire des profits, pas simplement avec Google, mais avec Total. Et donc, je ne peux pas ignorer que si le prolétariat, 7 ou 8 générations après les premières mises au travail en Angleterre, en Écosse, sur le continent français, etc., évidemment que ça s'est considérablement changé. Une grande partie du prolétariat aujourd'hui est en Chine, est en Inde et autres. Et je ne peux pas ignorer que, au niveau de ces déterminations sociales du capitalisme, la polarisation décrite par Marx, par Proudhon et quelques autres quand même, prolétariat-bourgeoisie, elle s'est considérablement transformée et elle aboutit effectivement aujourd'hui à une situation assez nouvelle. Le camarade Laclos reprend notamment, dans Hégémonie et stratégie socialiste en 1985, l'essentiel de la thèse de Nikos Poulantzas. La petite bourgeoisie est ce qui permet au capitalisme de se maintenir. Moi, les bobos, je ne leur crache pas sur la gueule. C'est marrant d'ailleurs, parce que les ouvriers et les employés que je côtoie, que je fréquente, ils ne leur crachent pas non plus sur la gueule. Le féminisme est notamment venu de ces couches moyennes. L'écologie est notamment venue de ces couches moyennes. Donc pour moi, la question, c'est pas du tout balayons la détermination des rapports de production, c'est les rapports de production aujourd'hui se reproduisent très difficilement et les rapports de production de la société, pas simplement de la force de travail au sens où ils pouvaient être indiqués au XIXe siècle, les rapports de production de la société, les rapports sociaux de production de la société ont pris une très grande amplitude. Réfléchissons à ce que c'est l'université, réfléchissons à ce que c'est la santé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est Carl Schmitt. Je suis désolé, mais peut-être que je n'avais pas aperçu que Tony Negri se référait à Carl Schmitt, mais très clairement, c'est le théoricien de l'état total, de l'économie de guerre allemande, et qui dit grosso modo le capitalisme ne peut se maintenir qu'en restant une économie de guerre. Donc, d'accord, les nazis le mettent à la porte en 1938, mais enfin, pourquoi c'est important Carl Schmitt? Raymond Aron, Julien Freund ont introduit la connaissance de Carl Schmitt en France. C'est marrant parce que Carl Schmitt se bat contre Kelsen en 1933 sur la question du contrôle de constitutionnalité dans la République de Weimar. Carl Schmitt voulait que la République de Weimar aille à son terme. Août 1917, il s'agit, je vous rappelle que le Parlement dans l'Empire fondé par Bismarck, le Parlement, c'est un groupe de parole. C'est je ne sais plus comment il s'appelle, le Reich, l'empereur allemand de l'époque. Kaiser. Hein, c'est la clé de voûte. C'est lui qui désigne l'exécutif, etc. Ben, le camarade de Gaulle, il a dit à notre ami Yves Guéna, qui servait de secrétaire à Michel Debré, qui était le secrétaire de Gaulle pour la Constitution, il a dit faut que tu ailles voir Freud, faut que tu ailles voir Aron, et votre constitution, notre constitution de 58, elle est pour bonne partie
calqué sur la Constitution de la République de Weimar de 1919. Ce que je veux dire par là, Mouffe, Laclos passent pour effectivement connaître l'Amérique latine. L'essentiel de leur carrière universitaire, ça se passe en Angleterre. Ce sont des philosophes politiques. Qui est dit philosophe, c'est celui qui est reconnu comme tel par l'université. Ce sont des universités anglaises qui leur desservent ce titre. Et donc je dis simplement, ces gens font œuvre. Délibérément ou pas, je m'en fous, mais ils font œuvre politique de travaux universitaires avec une ignorance institutionnelle, politique, sociale, etc., totalement assumée. C'était un peu polémique. Hein, oui, un peu. Oui, d'ailleurs, je ne suis pas très convaincu par la démarche de Pierre, qui consiste à dire le point de départ de Laclos est juste et le point d'arrivée, par contre, est erroné. Ça me semble une argumentation qui supposerait d'être plus acérée sur qu'est-ce qui s'est passé entre le point de départ et le point d'arrivée. Moi, pour ma part, je pense que le point de départ n'est pas bon. Et que les conséquences que tu signales, là il y a accord sur les conséquences négatives, découlent d'un point de départ qui était lui-même problématique. Le point de départ qui consiste à dire il était erroné de considérer qu'il y ait un sujet révolutionnaire parce qu'il y a des acteurs politiques, revient à confondre la notion de sujet révolutionnaire avec celle d'acteur politique. Il est évident, il a toujours été évident, dans le marxisme le plus élémentaire, qu'il y a une diversité des acteurs politiques. Que le prolétariat est lui-même divers, la paysannerie joue un rôle politique très important, il y a d'autres catégories sociales qui interviennent, et puis en face, il y a une bourgeoisie qui est elle-même diverse, et qui est un acteur politique non négligeable. Le problème, c'est est-ce que la formule que tu utilises, Pierre, dans la suite de Laclos, comme quoi ce sujet révolutionnaire serait objectivement déterminé par le social, est-ce qu'elle est juste du point de vue de Marx et du marxisme? Objectivement, visiblement, tu lui donnes le sens de mécaniquement. Et si c'était mécaniquement, ce serait évidemment erroné. Mais qu'il y ait une relation déterminante entre le social et le politique est évidemment un point décisif par rapport au sujet qui nous intéresse, le sujet révolutionnaire, le peuple, le prolétariat. Parce que ce qui est escamoté, me semble-t-il, dans la démarche de Laclos, c'est le capitalisme. Alors, ce qui est curieux, alors c'est pour ça que peut-être il est de gauche, c'est qu'il dit cette diversité des aspirations, il faut l'unifier contre le capitalisme. Le capitalisme, c'est pas un adversaire politique, c'est pas un acteur politique au sens du prolétariat, c'est un système. C'est un système qui s'appuie sur des rapports de production, mais qui structure des rapports sociaux, qui incluent beaucoup plus que l'exploitation du travail dans l'usine, etc., qui est un système où il y a cette diversité. Et donc la question essentielle par rapport à Laclos, c'est est-ce que nous sommes dans un système qui est le système capitaliste, et est-ce que le système capitaliste génère des luttes de classe ? Et les luttes de classe, c'est plus que les luttes politiques, qui n'en sont que des expressions partielles et déformées. Et les luttes politiques, c'est plus que ce qu'a été la social-démocratie ou ce qu'a été le communisme. C'est un mouvement ouvrier qui a créé, au cours de l'histoire, ce que tu évoquais, l'histoire du mouvement ouvrier, c'est l'histoire d'invention politique, de création politique, de structuration, de lutte, avec le rôle des individus dans l'histoire. Ça non plus, c'est pas très nouveau quand même, le fait qu'il y a un rôle des individus, donc des chefs à travers les organisations. C'est pas simplement le leader charismatique à la mode populiste, c'est une vieille histoire, c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier. Donc il me semble que, et de même qu'il y a des oppressions croisées, multiples, etc., et la question qui est posée, c'est en quoi ces luttes-là peuvent-elles être unifiées, selon quelle modalité, par quels moyens, avec quels outils, contre le capitalisme. Et donc tous ces problèmes-là, il me semble, existent déjà dans le point de départ de Laclos. Je finis sur un point qui me semble, ce qui est intéressant dans l'écho qu'a Laclos aujourd'hui, ou Mouffe, donc la question du populisme, c'est effectivement pourquoi ça a de l'écho politiquement aujourd'hui dans le contexte actuel.
Hein, qu'est-ce que ça touche? Et à mon avis, ça ne touche pas ni l'histoire du mouvement ouvrier, ni le marxisme dans ses fondamentaux. Ça touche un contexte qui est le contexte de crise du système politique, qui est celui de la démocratie, hein, au sens de démocratie représentative ou démocratie parlementaire. Enfin, tous ces éléments, je suppose qu'on sera amené à aborder dans les points suivants. La présentation qu'a fait François doit quand même se confronter, c'est-à-dire, je le dis, au fait que depuis 30 ans, ou plus, il y a une crise politique de construction d'objectifs politiques dans une société capitaliste qui ne cache pas sa crise, même si elle a profité du fait qu'il n'y a plus de deux blocs, mais un seul. Et au total, quels sont les projets donnés? À un moment donné, ils ont dit on va se contenter de gérer, il n'y aura pas de projet. Bon, de fait, les contradictions continuent. Au passage, il y a eu quand même diverses tentatives de regrouper des forces sur des objectifs. Le mouvement intermondialiste, après Seattle, c'est une tentative qui correspond à une réalité mondiale. Est-ce qu'il y a beaucoup de retard sur le sujet? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de retard dans les réalisations et dans la construction d'une perspective? Oui. Donc c'est dans cet entre-deux qu'un certain nombre d'auteurs font des propositions. Je ne doute pas que Laclos puisse être à gauche. La gauche, on le sait, ça va depuis l'extrême gauche jusqu'au centre droit. Donc je ne sais pas où il se situe selon les moments. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, il est la remarque que faisait Pierre à la fin, et sur lequel je pense qu'il y a une discussion à avoir. Et c'est dommage qu'après avoir dit tout ce qu'il y avait comme critique à faire de Laclos, tu aies conservé aussi peu de temps pour développer ton point d'accord avec lui, quand tu dis il n'y a pas de raison que les combats dans les rapports de production jouent un rôle décisif. Il y a des acteurs. Mais un rôle décisif, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire le seul rôle. Personne n'a dit, personne, ici, et moi en tous les cas, depuis que j'ai une activité politique ou intellectuelle, j'ai toujours pensé qu'il y avait des fractions de classes diverses et que la lutte des classes consiste à pouvoir agglomérer l'ensemble des opprimés, des exploités et des humiliés. Ça signifie une dimension politique, même une dimension culturelle très forte. Si on a cette perspective-là, on se retrouve en accord avec la préoccupation que Marx avait dès 1845 ou 48 ou un peu avant, qui était le problème d'ailleurs du mouvement ouvrier de l'époque. Est-ce qu'il peut y avoir une auto-organisation collective qui s'empare des richesses pour les faire utiliser à autre chose que au destin des chefs de guerre, des profiteurs et des chefs de l'industrie? C'est une question qui nous est encore posée. Et elle nous est posée après les 70 ans du siècle soviétique, ce qui n'est pas simple. Mais elle nous est posée aussi à travers une mondialisation où aujourd'hui, quand même, maintenant qu'il y a un monde mondialisé, on n'analyse plus la classe bourgeoise. Elle n'existe plus. Non. Il y a quoi? La gouvernance, les dirigeants. Enfin, j'ai quand même là des problèmes. Donc je pense qu'il faut discuter de ça. Et que si on discute des formes de domination, des couches dominantes, de comment on peut les combattre et les remplacer par d'autres formes d'organisation, on trouvera même une réponse à l'inquiétude de Pierre qui ne veut pas que tout se ramène uniquement au rapport de travail, au rapport de production, au rapport de propriété dans les relations sociales. Mais personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Même, je peux dire que si on regarde de près comment s'est créée l'Association internationale des travailleurs, elle s'est créée sur le fait que maintenant qu'on a pu obtenir d'en finir avec l'esclavage, le début du mouvement ouvrier commence au niveau mondial parce qu'on peut avoir des revendications communes parce qu'on est contre l'esclavage. Et dans leur production, Marx et Engels rajoutent, oui, il faut quand même se soucier du coup de développer des syndicats parce qu'une fois libérés de l'esclavage, rien ne nous garantit que les ouvriers ne vont pas mettre en esclavage leurs enfants et leurs femmes pour gagner plus. Donc, dans l'histoire du mouvement ouvrier, il faut aussi l'accompagner d'une construction culturelle et sociale qui est l'ensemble du mouvement ouvrier. Je ne vois pas que là, c'était un appauvrissement qui ramenait tout uniquement au rapport de négociation sur le salaire et la journée de travail. Donc c'est un combat qui aujourd'hui est compliqué, puisqu'on est quand même avec la domination capitaliste la plus vaste, et avec des développements compliqués, hein, y compris, je sais que j'ai une petite hantise, je vous signale, il faut que chacun regarde sur la Chine. Je donnerai une référence par écrit d'un site chinois pour voir comment évolue la situation en Chine. C'est des activistes dissidents. Mais sur les questions de fond, je pense que
nous devons sortir de cette espèce de truc où Marx aurait été tellement fruste qu'il serait simplement une espèce de social-démocrate faisant des négociations du Labour pour savoir comment on améliore les syndicats à la journée. Voilà. Il faut avoir l'idée qu'il y a une construction possible qui est d'actualité. Enfin, y compris les jeunes aux États-Unis, 500 000, ils adhèrent beaucoup. Ils adhèrent pas quand même à ce système, sinon ils ne seraient pas en train de se mobiliser contre le président. Vous croyez que c'est uniquement à cause des armes qu'ils se mobilisent? Tout le monde voit bien qu'il y a plusieurs dimensions. On est dans un monde où ça bouge peut-être positivement, et on est en train de se rabougrir sur comment on peut contourner la question, parce que si on traite trop la lutte de classe, on va s'enferrer. Non, on s'enferrera pas. Pourquoi ces penseurs ont-ils tant d'écho depuis quelque temps? Alors, ce qui m'interroge, alors que, outre le fait que je ne suis pas sûr d'avoir toujours compris ce qu'ils disaient, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient compris forcément tout aussi. Alors, ce qui interroge, c'est la difficulté de la gauche internationale à offrir des débouchés me semble effectivement une des clés du fait que ces constructions qui me paraissent... Enfin, bon, les conclusions, Pierre, sont largement fausses et les prémices largement aussi. Donc j'ai du mal à comprendre, sauf la pauvreté de notre discussion intellectuelle et sociale d'une façon générale, que ça puisse avoir un tel succès. Jean-Claude, Ensemble 13e, dernière étape actuelle du parcours. Mais le parcours a commencé par le courant communiste libertaire puis communiste libertaire, Aura, UTCL, etc. Donc je dirais que j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de formation marxiste au départ. Oui, mais... Parce que c'est quelque chose qui permet d'avoir une vision plus large. La réflexion que j'ai pu mener au cours de ma vie militante m'a amené à prendre en compte le marxisme, les questions d'organisation, les questions de pouvoir, etc. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on passe de l'anarchisme individualiste au communisme libertaire et après au groupe autogestionnaire. Donc, personnellement, la question du leader charismatique, c'est quelque chose qui me hérisse. Je conçois qu'il y ait des figures qui apparaissent. Par exemple, dans la question de l'autogestion, dans la question du communisme libertaire, des figures comme Durruti ou Ascaso en Espagne, c'est clair. Mais ces figures-là, elles sont basées non pas sur l'amour, qui rend aveugle, chacun le sait, mais sur la confiance et le respect par en quelque sorte la prise en compte de l'exemplarité des prises de position et effectivement du refus du pouvoir personnel. Dans le mouvement communiste libertaire, dans le mouvement libertaire, et dans les mouvements autogestionnaires, ou dans les assemblées générales qu'on peut trouver dans les boîtes, dans les syndicats, etc., il y a forcément des figures qui émergent un peu, parce qu'elles sont porteuses, je dirais, de la réflexion d'ensemble, de la réflexion commune. Et donc, comme autour d'une table de négociation, par exemple dans une négociation syndicale, il ne peut pas y avoir l'ensemble des salariés de la boîte qui viennent, il y a des délégations qui se font. Mais tout est dans la question de la permanence de ces délégations ou dans le fait de revenir devant l'Assemblée générale, de revenir devant la base qui a défini le mandat. Donc le respect du mandat et l'aptitude à remettre en cause son propre personnage de délégué, c'est-à-dire de remettre le fauteuil à disposition de quelqu'un d'autre de l'Assemblée, ça c'était quelque chose qui me paraît fondamental. Et c'est ce qui, pour moi, différencie de façon assez cruciale les mouvements dits de gauche, où il y a des délégations successives de pouvoir qui peuvent conduire à toutes les dérives de pouvoir personnel, et le mouvement réellement démocratique, autogestionnaire. Et quand on me dit qu'aujourd'hui, il y a nécessité d'un leader charismatique, pour moi, ça me renvoie à ce que l'on vit aujourd'hui en France, hein, où finalement, il y a un leader charismatique du pouvoir libéral, Macron, et il y a un leader charismatique d'une opposition, le bouffon du roi, Mélenchon. Le bouffon du roi. Qui a aussi, oui, et le roi a sa cour, et le bouffon a aussi sa cour. Voilà. Mais où est la démocratie là-dedans? Où est la prise en compte
de la conscience collective. Et l'aptitude à effectivement à s'effacer pour remettre le pouvoir aux gens qui doivent en décider. Non, il y a un point, au-delà de beaucoup d'aspects ont été évoqués, beaucoup d'ouvertures sur plein de sujets ont été évoqués qui n'ont pas évidemment eu le temps d'aboutir, sur des questions de sujets, sur du collectif, sur des sujets, de classe sociale ou des classes sociales, sur le sujet. Bon. Mais il y a aussi, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, au-delà de ce qui a pu être dit par Francis ou d'autres, c'est la question, disons, du nom et puis précisément des vocables et de ce qui peut parfois être résumé par bataille, alors soit idéologique, soit bataille politique, mais très concrètement. La première chose que je voudrais dire, c'est, effectivement, je rejoins la question qui me paraît très très importante, non pas seulement d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, c'est de quoi aujourd'hui, je le formule comme ça, le populisme, le sujet du populisme, et non pas les sujets populistes peut-être, sont le nom, ou qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie et comment c'est utilisé, évidemment. Utilisé par ceux qui ont peut-être intérêt à l'utiliser, pas seulement par ceux qui le portent ou s'en réclament ou le théorisent. La deuxième chose, c'est sur la question des noms, des vocables, des mots. Je constate quand même que dans le discours ultralibéral, tous les noms, tous les vocables évoqués par-ci par-là par Pierre ou d'autres, tels que sujet de transformation, les vocables d'émancipation, les vocables même de liberté, etc., ou d'anti-chef, etc., sont très présents. Et je pense qu'il y a, une conséquence. La conséquence, c'est que, il y a une sorte de flou qui est diffusé notamment par les médias dominants, à l'occasion par certains, je n'ose évoquer penseurs, en tout cas porteurs d'idéologie, dans la société, c'est-à-dire que tout serait plus ou moins équivalent, tout pourrait être dangereux sur les questions de leader, sur les questions d'aboutissement de demandes, de réformes, etc. Et que par voie de conséquence, il pourrait y avoir deux possibilités. Premièrement, la question de l'abstention. Et deuxièmement, la question on peut choisir quelqu'un qui porte le discours de transformation, d'antipopulisme, etc., qui est, aujourd'hui, on a Macron. Et il y a des mots qui apparaissent, qui n'ont pas forcément été évoqués, mais que j'ai entendu par-ci par-là, qui me semblent importants. C'est les questions, par exemple, d'intersectionnalité, de 1%, 99%, tel que ça peut être évoqué par quelqu'un qui me semble important aujourd'hui dans les débats, pas seulement théoriques, mais pratiques, David Graeber. Oui. Donc je pense que nous sommes obligés, non pas seulement, même si c'était le point de départ de cette discussion, de focaliser sur l'ACLEMOUF, j'ai lu les papiers de Pierre ou autre, mais je pense que ça serait une erreur peut-être, ou une fermeture, de nous focaliser uniquement sur ces penseurs-là, qui pensent les questions pas seulement de populisme, mais de transformation sociale, et d'aller faire des connexions, des convergences avec d'autres, penseurs, qui même s'ils ne nomment pas populisme, mais réfléchissent autour de ceux dont le populisme aujourd'hui est le nom, c'est-à-dire premièrement une envie de militer sous une forme ou une autre, une envie de comprendre ce qui se passe et de se situer par rapport à ce qui se passe, et une envie peut-être aussi de, faire, entre guillemets, converger à la fois des questionnements, parce que il y a la théorie, il y a le questionnement, et puis des luttes, des luttes qui peuvent être écologiques, politiques, sociales, de genre, etc. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, qui sont évidemment des questions très importantes parce qu'elles renvoient à un débat politique et théorique qui dépasse un peu ce que raconte la CLEMOUF. Tout d'abord, mais avant d'aborder ça, puisque ça a été quasiment tous les intervenants ont commencé par ça, pour dire oui, mais pourquoi on parle de populisme aujourd'hui de quoi le populisme est le nom, etc. Bon. J'avoue, je suis un peu surpris que cette question puisse se poser.
Bon. Parce que d'où nous parlons nous-mêmes, hein, quand on est tous autour de cette table, je ne connais pas tout le monde, mais enfin j'en connais quand même beaucoup, on parle d'un échec, on a tous échoué là, autour de cette table. Bon. Alors, et on a un échec, un échec historique, bon, qui est l'échec de la perspective communiste, et plus globalement, l'échec du mouvement ouvrier, dans toutes ses composantes, pas seulement ses composantes révolutionnaires, au sens marxiste révolutionnaire, qu'on donne, que traditionnellement on appelle ça, non seulement l'échec du stalinisme, mais l'échec de la social-démocratie, l'échec des perspectives réformistes. Bon. C'est-à-dire tout ce qui était un projet de transformation sociale lié organiquement au mouvement ouvrier a échoué. Voilà. Nous partons de là. Bon. Si on est, voilà, donc il faut se mettre d'accord sur ce diagnostic-là. Si on n'est pas d'accord sur ce diagnostic-là, on ne peut pas discuter du reste, évidemment. Voilà. On n'est pas d'accord. Ben voilà, on n'est pas d'accord. Voilà, c'est la vie. Bon. Ça ne veut pas dire que la classe ouvrière ou le salariat n'a pas été capable de lutter contre le capitalisme. Alors, s'il n'y avait pas eu de lutte de classe, non seulement il n'y aurait pas eu la sécurité sociale, etc., mais de toute façon, le capitalisme lui-même, à mon avis, n'aurait pas survécu. Hein, bon. Bon. Mais la question n'est pas celle-là. Je veux dire, ce qui était le projet historique du communisme, par exemple, c'était pas seulement que les salariés, la classe ouvrière, le prolétariat, soient capables de lutter contre les patrons, de gagner des augmentations de salaire, etc. C'est pas ça. Bon, ça c'était vu comme un moment d'une lutte de classe plus générale, dans lequel le prolétariat était porteur d'un projet d'émancipation pour toute la société, et avec comme projet l'idée du communisme, d'une société sans classe, etc., etc. C'était ça quand même le projet. Bon. Ce projet-là, d'émancipation tel qu'il a été formulé, tant dans son contenu que dans les forces sociales sur lesquelles il s'appuyait, ce projet-là, il a échoué. Voilà. Je veux dire, si on ne peut pas partir de là, je pense qu'il y a un vrai problème pour appréhender la situation actuelle. Et on ne comprend pas pourquoi la question du populisme apparaît. Bon. Que ce qui donne comme réponse soit fausse, etc., c'est une autre discussion. Mais le point de départ, c'est celui-là. Et ce qui a échoué, le paradoxe, c'est que, évidemment, dans la lutte des classes, il y a eu des transformations sociales très importantes. L'émancipation, elle n'a pas attendu la prise du pouvoir. Hein. Il y a eu des mouvements d'émancipation qui ont existé dans la société capitaliste, qui ont marqué des points. Par exemple, dans le monde occidental, le mouvement d'émancipation qui a le plus marqué des points, c'est le mouvement des femmes. Quand on regarde la situation des femmes, ce qu'elle était il y a un siècle et ce qu'elle est aujourd'hui dans le monde occidental, je parle, on est dans des situations radicalement différentes. La classe ouvrière a aussi marqué des points. Mais un des problèmes, hein, je veux dire, si on prend les points marqués par le salariat au sens large du terme, c'est qu'on voit que, je veux dire, il y a eu un coup d'arrêt qui a été donné il y a 30 ans, hein, ou 40 ans, bon, on peut discuter sur les dates, avec la crise du Fordisme et le passage au capitalisme néolibéral soutenu par l'ensemble de la social-démocratie. Donc, ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une crise en profondeur du projet social-démocrate. Il n'y a plus de projet social-démocrate dans ce qu'il était dans sa racine, c'est-à-dire de construire un compromis entre le capital et le travail, et qui fasse qu'il y a des choses qui bornent, hein, que c'était ça le projet de la social-démocratie. On accepte le capitalisme, mais on en borne la dynamique, on limite ses effets et on construit des compromis. Ça, ce qui était la vision social-démocrate, donc là, une partie du mouvement ouvrier, même la partie majoritaire du mouvement ouvrier dans le monde occidental était social-démocrate, a échoué. Voilà. Donc les deux perspectives organiquement liées au mouvement ouvrier ont échoué. Et donc on se retrouve aujourd'hui sans aucune
perspective émancipatrice qui soit à une échelle de masse un minimum crédible. Alors on peut dire, oui, mais dans Marx, il y avait ça, c'est pas vrai, les marxistes n'ont pas dit ça. Bon, ok. Bon. Mais on ne discute pas ce qu'il y a dans Marx, on n'est pas des talmudistes. Bon. On est, ce qui a été, il y a le marxisme, c'est pas ce qu'il y a dans Marx. Le marxisme, c'est ce qui a été dominant à un moment donné, et comment tous ici, on a été éduqués dans des écoles de formation où on apprenait un certain type de marxisme. C'est celui-là, c'est ça qui était dominant. Et dans ce marxisme, il y avait un tronc commun qui était extrêmement important, de tous les courants marxistes, y compris des staliniens aux trotskistes. Il y avait un tronc commun. Bon. Donc, ça, en tout cas, bref, au-delà de ça, nous sommes pour moi en tout cas, dans une situation où il faut partir de ça. Ensuite, quelles sont les réponses qu'il faut donner et qu'est-ce qu'il faut abandonner, et qu'est-ce qu'il faut garder? C'est ça la question qui nous est posée, en tout cas que moi je me pose. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut abandonner et qu'est-ce qu'il faut garder? Je pense qu'il faut d'abord garder une idée qui n'était pas présente dans Marx, ni chez les marxistes, qui est l'idée que l'émancipation, elle a déjà commencé et elle continue encore. Ça, c'est une idée qui est une idée totalement nouvelle, parce que chez Marx, et encore plus chez Lénine et Trotsky et tous les autres, l'émancipation, la condition de l'émancipation, c'est la prise du pouvoir politique par le prolétariat. Voilà. C'est ça la condition de l'émancipation. Donc ça, c'est faux. Voilà. Donc, ça c'est le premier point. Donc je pense qu'il faut prendre acte de cette affaire-là. C'est-à-dire que l'émancipation, elle a commencé sous le capitalisme, et elle continuera, avec des reculs, des avancées, etc., etc. Deuxièmement, ce qu'il faut abandonner, de mon point de vue, c'est l'idée qu'il y a un sujet de la transformation sociale, qui est le sujet qui agglomère autour de lui, parce que c'était ça la vision dominante, qui agglomère autour de lui l'ensemble des couches sociales opprimées, ce que Gramsci appelle l'hégémonie du prolétariat. C'est-à-dire que, voilà, il y a le prolétariat, qui est le sujet révolutionnaire, qui porte l'avenir de l'humanité. Formule de Marx que je cite de mémoire, c'est prolétariat, classe universelle, qui en s'émancipant émancipe toute la société. Voilà, donc c'est cette idée qui est un sujet révolutionnaire porteur d'un projet de transformation sociale radicale et qui agglomère autour de lui toutes les classes dominées. Cette idée, pour moi, est erronée. Voilà. Il y a aujourd'hui, dans la société, des couches sociales qui sont des couches sociales différentes, c'est ça qui est intéressant dans le concept d'intersectionnalité, c'est qu'il montre bien comment un individu peut être opprimé par le capital, peut être exploité par le capital, il peut en opprimer d'autres ou être opprimé par d'autres exploités, il peut être soumis à des configurations discriminantes, et que tout ça se mélange et se combine. Et qu'un projet d'émancipation, il doit prendre en compte tout ça. Voilà. Sinon, ce n'est pas un projet d'émancipation. Sami Josua, avec lequel j'ai beaucoup de désaccords, mais il a un exemple qui est tout à fait parlant. Il dit, voilà, une nana d'origine marocaine des quartiers nord de Marseille, caissière dans un supermarché et supportrice de l'OM. Eh bien, elle a toutes ses identités. Quand elle est supportrice de l'OM, elle gueule avec les petits fachos qui sont supporters de l'OM, vive l'OM. Voilà. Quand elle est caissière de supermarché, elle est opprimée par le capital. Quand elle est dans les quartiers nord de Marseille et qu'elle subit le racisme, eh bien, elle subit un racisme institutionnel. Et quand elle est dans la rue et qu'elle se fait emmerder par les mecs, eh bien, elle subit une oppression spécifique. Bon. Eh bien, un mouvement d'émancipation, il doit prendre en compte tous ces aspects-là. Sinon, ce n'est pas un mouvement d'émancipation. Donc, ce qu'il faut abandonner,
c'est l'idée qu'il peut y avoir un projet d'émancipation lié à une classe sociale particulière. Voilà. Ça, c'est une idée qui, de mon point de vue, profondément fausse.